Alors une première question à tous les deux, messieurs, est-ce que d'abord vos villes respectives ont retrouvé un semblant de normalité? Je vais commencer. Semblant de normalité, c'est une bonne question. Semblant, oui. Normalité, non. Quelque part, la folie qui a fait que j'ai commencé à écrire des posts à Facebook, parce que je ne suis pas un grand écrivain de Facebook, je ne suis pas un grand écrivain de français, s'est calmée dans un certain sens, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la terreur de la nuit, nous n'avons plus besoin de vivre caché comme on l'a vécu dans la première semaine, il y a 2 semaines exactement. Donc c'est plus la folie urbaine qu'on a vécue il y a 2 semaines, mais c'est plus la même normalité qu'on avait avant ça. C'est-à-dire qu'il y a encore des jets de pierre régulièrement, il y a des gens qui sont molestés, je dirais presque tous les jours. Il y a encore des jets de cocktails Molotov une fois tous les 2-3 jours. Donc moi j'ai arrêté d'écrire sur Facebook parce que quelque part ça me passe et j'ai autre chose à faire dans la vie, c'est pas mon but. Mais un retour à la normale, c'est pas quelque chose que je décrirais comme un retour à la normale aujourd'hui. David Benichai, est-ce que Jaffa a retrouvé des couleurs après ces 2 semaines de fièvre? Oui, enfin moi dans mon vécu personnel, et c'est ça dont on parle finalement, peut-être deux anecdotes qui peuvent illustrer l'ambiance. Lors de la dernière salve, ma femme était en train de faire des courses et en rentrant, elle était très choquée, elle me raconte quelque chose qu'elle a vécu qui était complètement contradictoire. À côté d'elle, des gamins de 13-14 ans qui hurlaient Allahu Akbar pendant que ça tombait. Et à côté de ça, une jeune femme arabe d'une 30aine d'années qui l'a pris dans ses bras, qui l'a emmené dans une cage d'escalier pour se protéger et qui l'a serré pendant tout le temps. C'est ça, j'aime bien cet exemple parce que ça montre ces relations paradoxales. Ouais. Ce que ça indique, et je peux vous dire en tant qu'habitant de Yafo, premièrement, une des choses que j'observe depuis un certain temps, il y a une forme d'islamisation de la jeunesse. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je sens dans les magasins, dans les jeunes. Je ne parle pas des femmes plus âgées, etc. Quand j'ai commencé à faire mes courses, dès qu'on a eu le cessez-le-feu, beaucoup d'Arabes m'ont parlé, des commerçants que je connais, de paix, de shalom entre nous, qu'on se respecte, et que je crois très sincères. Et je l'ai vécu comme ça, et je pense qu'ils étaient très sincères. Mais il y a à Yafo 2 choses que j'observe depuis maintenant, depuis 3 ans à Yafo. C'est j'ai le sentiment qu'il y a une islamisation d'une certaine jeunesse, et je pense que ça c'est un des sujets sur lesquels on devra s'attarder et réfléchir. Et la deuxième chose, on sait à Yafo des délinquants. Ouais. On sait à Yafo, notamment à Djammi, il y a un noyau là-bas d'organisations mafieuses délinquantes. Alors justement, est-ce qu'il s'agit simplement, Michael Benatar, d'un phénomène de délinquance? Parce qu'on se pose fondamentalement la question de l'essentialisation. Est-ce que vous avez le sentiment que ces émeutiers arabes à Lod, à Akko, ou à Sarnine ou à Yafo sont finalement à la marge de leur communauté, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est un phénomène plus général, plus inquiétant? Je ne crois pas que ce qu'on est en train de vivre, c'est uniquement de la délinquance juvénile. Je crois que c'est bien plus profond. Ce que j'ai vu à Lod, et encore une fois, c'est mon expérience, hein, David, c'est mon expérience, c'est mon vécu, c'est de voir des gens que je ne m'attendais pas à voir dans la rue. Oui. Je vais vous décrire un petit peu ce qui s'est passé. En fait, encore une fois, c'est mon vécu. Hein. Ce qu'on a vécu dans les 3-4 premiers jours, c'était des choses que j'ai vécues quand j'étais soldat à l'armée. Donc j'ai entendu des booms et des tirs automatiques. J'ai dit, mais est-ce qu'il se passe quelque chose? Et quand ça ne s'est pas calmé, on a commencé à sortir dehors histoire de voir qu'est-ce qui se passe. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu donc des groupes de jeunes entre 15 et 30 ans qui se baladent et des patrouilleurs en voiture. Et quand je dis voiture, c'est des voitures qui coûtent 60 000 € en Israël, des voitures comme des Audi, des BMW qui se baladent et qui quadrillent la ville. On a compris ça justement quand on a commencé à mettre des drones en l'air parce qu'on avait peur de sortir de chez nous. Et on a vu les voitures qui quadrillent la ville. On a compris, quand on est descendu aussi, que les voitures sont en fait des patrouilleurs qui sont connectés à ces groupes, qui sont des gens qui n'ont plus de 15 à 30 ans, mais qui ont de 30 à 55 ans, c'est-à-dire qu'on parle d'une autre catégorie. Ce sont des gens qui sont des gens aisés, puisque c'est des voitures à 60 000 €, ce ne sont donc pas des voitures petites. Ouais. Donc on ne parle pas à mes yeux d'un phénomène local uniquement de délinquance juvénile, mais de quelque chose qui est une velléité beaucoup plus profonde. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu mort d'homme, David Benichou, Yigal Yoshua, qui a été lynché à mort, cet homme de 56 ans, juif israélien, par des émeutiers arabes. Il y a eu des synagogues qui ont été brûlées. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde, disait Albert Camus. Est-ce que vous avez l'impression que les médias se sont trompés, médias israéliens, lorsqu'ils ont parlé de symétrie
symétrie, de torts partagés, là où il aurait peut-être fallu condamner des pogroms ou des émeutes anti-juives? Alors moi, j'ai pas du tout le sentiment d'une cinquième colonne. J'ai participé à beaucoup de manifestations, j'ai des amis à l'hôpital qui travaillent, j'ai vu beaucoup de témoignages, et moi-même traduit des témoignages d'infirmiers arabes qui disent on est là, on veut travailler, on veut vivre en paix. Donc j'ai pas l'impression d'une cinquième colonne. Même si les récents événements nous ont prouvé une chose, c'est qu'il n'y avait pas des gentils arabes israéliens face à des méchants palestiniens, et que de Sheikh Jarrah à Akko, à Yafo, à Lod, en passant par Gaza, il y avait un seul même peuple palestinien qui était prêt à se révolter à tout moment, que ce soit en Israël ou dans les territoires palestiniens. Personnellement, je ne le crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Il y a une chose qui est importante, et souvent on n'a pas la conscience de ça. Je crois que des Arabes israéliens, il faut comprendre, sont en famille avec des Arabes à Ramallah, à Jenin, à Gaza. Ils sont en famille, c'est des familles. Ils se définissent eux-mêmes comme palestiniens. Oui, mais ce n'est pas juste une définition nationale. Il faut juste que, comme nous, juifs en Israël, de France, on a de la famille en France, et s'il arrive quoi que ce soit, on est inquiet, on téléphone, etc. Donc il y a des liens au-delà du discours. Il y a des liens forts, et ça, il faut en être conscient. Il faut aussi être conscient qu'une des grandes études qui a été menée en 2019 par l'Institut israélien de la démocratie pointe le fait que dans la population arabe aujourd'hui, la question de la résolution du conflit israélo-palestinien ne représente à peine 20% de leurs préoccupations. La préoccupation majeure des Arabes israéliens, c'est l'intégration, c'est de pouvoir envoyer les enfants à l'école, etc. Donc, je crois pas. Je crois que c'est inquiétant ce qui s'est passé. Ça doit nous alerter. Mais là où ça nous alerte, c'est pas nécessairement en renforçant des narratifs de la cinquième colonne, etc. Ouais. Moi, je crois qu'il faut s'inquiéter sur d'autres aspects, et peut-être qu'on en parlera. Justement, Mickaël Benatar, comment vous concevez l'avenir avec vos voisins de palier, après ces scènes de guerre que vous avez vues à Lod, tout près de chez vous? Ce que je veux dire, c'est que moi qui vais à l'épicerie arabe, mon dentiste est arabe, mon garagiste est arabe, c'est compliqué pour moi, le retour à la normale, entre guillemets, la suite des choses. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que David a dit tout à l'heure. Je pense qu'encore une fois, c'est pas les gens qui sont venus pour nous défendre, ne sont pas venus pour attaquer, pour extrémiser la ville. Au contraire, moi je peux vous dire que personnellement, si les gens n'étaient pas venus, ma maison aurait été pillée, j'en suis sûr et certain. Et c'est ça ce qui me fait le plus peur au jour le jour. Vous avez pensé à quitter cette ville? Non, parce que j'ai un certain passé, 23 ans, ça fait beaucoup de temps. Et à part le passé, vous avez quand même un certain optimisme pour l'avenir? Oui, parce que je crois qu'Israël est plus forte, en tant que pays que tout ça. Merci Mickaël Benatar, peut-être un mot pour conclure sur l'avenir? L'avenir, je crois que l'avenir c'est le vivre ensemble, et je crois qu'on a aussi en marge et en parallèle de tout ce qui s'est passé, de ces violences qui nous ont inquiétés, mais les images ont travaillé cette inquiétude-là. Je crois que sur le fond, il y a un niveau de vivre ensemble qui est extrêmement profond entre juifs et arabes en Israël, et qu'on va devoir y travailler, on va devoir continuer à développer. De toute façon, à mon avis, l'avenir, c'est de vivre ensemble, et c'est pas de continuer à se faire la guerre. Parce que personne n'a l'intention de quitter ce beau pays. Merci Mickaël Benatar, et merci encore une fois à David Ben Ishai d'être passé nous voir sur le plateau du Mag Orient.